8h43 sur studiokalita.com, c'est l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens et des sites d'information de ce dimanche matin. Une revue de la presse que nous commencerons bien entendu par ce terrible et nouvel attentat qui s'est produit durant la nuit à Londres. Dov Gilhar, le présentateur du journal du matin sur Reshet Bet, la chaîne d'information de la radio israélienne, a ouvert ce matin à 7h son journal en déclarant « Nous aurions aimé débuter cette édition en parlant de la splendide victoire du Real Madrid hier soir à Cardiff sur la Juventus en finale de la Ligue des champions de football 4-1. Mais malheureusement, nous sommes à nouveau contraints de parler d'un nouvel attentat terroriste en Europe, d'un nouvel attentat en Angleterre. 2 semaines donc après le massacre de Manchester, 6 personnes ont été tuées et une trentaine d'autres blessées sur le pont de Londres, au cœur de la capitale britannique, par 3 terroristes qui ont d'abord projeté leur véhicule sur des passants, donc qui circulaient, qui marchaient sur le pont de Londres. Ensuite, les 3 terroristes sont sortis du véhicule et se sont mis à poignarder les passants. Les journaux de ce matin n'ont pas eu le temps de publier l'information, mais les sites israéliens d'information, Ynet, NRG et voilà la commente, image à l'appui, et ils annoncent que Theresa May a décidé de réunir ce matin une réunion de crise du gouvernement pour tenter de prendre des mesures après ce nouvel attentat qui intervient, comme je vous le disais, 15 jours après l'attentat à Manchester et à quelques jours des élections législatives en Angleterre. Les sites d'information israéliens nous mentionnent également la réaction du président américain Donald Trump, qui a téléphoné à Theresa May et lui a présenté ses condoléances après ce nouvel attentat. Le second grand titre dans la presse et les médias israéliens, il s'agit de la visite que le Premier ministre Benjamin Netanyahou doit effectuer aujourd'hui, une visite qualifiée même d'historique dans certains médias israéliens, une visite au Libéria en Afrique, une visite éclair de 24 heures au cours de laquelle Benjamin Netanyahou participera aujourd'hui donc à un sommet des pays d'Afrique occidentale dans la capitale libérienne Monrovia, des pays regroupés au sein de la CEDEAO qui aspirent à un développement conséquent de leurs relations diplomatiques, commerciales avec l'État hébreu. La CEDEAO est l'une des 8 organisations de pays africains. Elle rassemble 15 pays dont 2 d'entre eux, le Mali et le Niger, n'entretiennent pas de relations diplomatiques pour l'instant avec l'État d'Israël. Côté israélien, on espère que durant ce séjour se produira une percée diplomatique et une rencontre entre M. Netanyahou et les chefs de ces 2 pays. Par contre, le roi du Maroc, Mohamed VI, a annoncé qu'à cause de la présence du Premier ministre israélien à ce sommet, il en sera absent. Le Yediot Aharonot souligne que dans un premier temps, le Premier ministre avait annoncé la participation de plusieurs ministres israéliens à ce séjour, dont le ministre de l'Agriculture, Uri Ariel, afin justement de conclure des accords entre les ministères de l'agriculture israélien et de certains pays donc d'Afrique occidentale, mais finalement apparemment cette participation a dû être annulée et sans véritables explications. Le site Énergie se fait ce matin l'écho de la colère des leaders des habitants juifs des implantations israéliennes après que le gouvernement ait annoncé peu avant l'entrée du Shabbat vendredi la création de 2000 unités de logement dans ces implantations. En effet, pour ces dirigeants, cette mesure n'est que de la poudre aux yeux et elle reflète au contraire que le gouvernement israélien s'achemine peu à peu vers un retour au gel de la construction dans les implantations, et ce, à la demande apparemment de Donald Trump. Le plus virulent parmi les présidents de conseils locaux et régionaux de Judée-Samarie est Shlomo Neheman, le nouveau président du conseil régional du Gush Etzion, qui affirme que son conseil n'a de facto reçu aucune autorisation de construire. Shlomo Neheman a même déclaré que si cette approche n'était pas modifiée, la présence du Premier ministre lors des célébrations prochaines du jubilé de la réinstallation des localités juives du Gush Etzion, cette présence n'était plus souhaitable. Même le président du conseil de Samarie, Yossi Dagan, a critiqué le gouvernement et a affirmé que l'on était revenu, je cite, à une politique proche de celle en vigueur sous Barack Obama. Réponse à ces critiques, l'entourage de Benjamin Netanyahou a affirmé que c'était là des accusations mensongères. Quant au Likoud, il a trouvé les accusations étonnantes. Le gouvernement de Benjamin Netanyahou, dit-on au Likoud, a validé la construction de 5500 unités de logement ainsi que la création d'une nouvelle localité pour les habitants expulsés d'Amona. Comment peut-on prétendre qu'il y ait un gel dans la construction en Judée-Samarie ? Il convient de souligner qu'un plan de construction devait être validé il y a plusieurs semaines, mais qu'il a été effectivement gelé, reporté en tout cas, à cause de la visite de Donald Trump en Israël.
C'est un titre impressionnant et stupéfiant qui a été publié dans le New York Times de ce week-end et repris en manchette par l'ensemble des quotidiens israéliens, en manchette plus spécialement par le Yediot Aharonot et par plusieurs médias dont les sites Ynet et NRG qui le mettent en évidence. Selon un ancien général de Tsahal, l'État d'Israël avait envisagé avant ou même pendant la guerre des 6 jours de faire exploser une bombe atomique sur l'un des sommets de la péninsule du Sinaï, et ce dans le but de dissuader l'armée égyptienne de lancer une offensive contre l'État hébreu. Le général Yitzhak Yaakov avait fait cette révélation dans un premier temps en 2001 à Ronen Bergman, le spécialiste des services secrets du Yediot Aharonot, et par la suite, il avait réitéré ces révélations à un chercheur, Avner Cohen, un chercheur israélien qui a rédigé un livre au titre évocateur Israël et la bombe nucléaire. Dans leur entretien, le général explique en des mots simples: nous étions menacés, nous voulions dissuader les Égyptiens de nous attaquer, il s'avère que nous possédions les moyens de les dissuader. Nous avons donc envisagé d'utiliser ces moyens. Cette explosion nucléaire devait porter le nom de code d'opération Jour du Jugement. Le Yediot Aharonot souligne en sous-titre qu'après avoir fait ces révélations aux 2 enquêteurs, donc Ronen Bergman et Avner Cohen, le général Yitzhak Yaakov avait été condamné à une peine de prison. Mais hier, à la suite de cette révélation, le porte-parole de l'ambassade d'Israël à Washington a affirmé qu'il ne donnerait pas la moindre réaction à propos de l'action, a-t-il dit, du général Yaakov durant la guerre des 6 jours. Et puisque nous parlons de la guerre des 6 jours, je vous rappelle que demain, lundi 5 juin, bien, ce sera très exactement, selon le calendrier laïque et civil, les 50 ans du déclenchement de cette guerre des 6 jours. Sachez que le Haaretz a confirmé une fois de plus son positionnement, on va dire, post-sioniste, en publiant sous la plume de son analyste militaire Amir Oren un éditorial qui peut paraître choquant à celui qui n'est pas vraiment habitué au narratif historique du Haaretz. En effet, pour Amir Oren, l'État d'Israël a menti au monde entier, je le cite, en faisant croire qu'il était attaqué par les armées arabes le 5 juin 67. Oren reprend le premier communiqué du porte-parole de Tsahal du 5 juin au matin et il affirme qu'il était mensonger et il considérait qu'Israël a dû payer, lui, Amir Oren considérait qu'Israël a dû payer ses mensonges 6 ans plus tard avec le déclenchement de la guerre de Kippour. Des propos qui ont offusqué, qui ont choqué certains des lecteurs du journal, qui rappellent tout de même, en réaction à Amir Oren, sur le site d'information du Haaretz, que la fermeture du détroit de Tiran et l'expulsion des casques bleus du Sinaï par Nasser avant la guerre étaient considérés par tous comme un casus belli indiscutable. A contrario du Haaretz, le Yediot Aharonot publie ce matin un éditorial rédigé par Gilad Sharon, le fils de l'ancien Premier ministre Ariel Sharon, qui fut en 1967 l'un des principaux artisans de la grande victoire de la guerre des 6 jours. Gilad Sharon s'insurge contre ceux qui considèrent la guerre des 6 jours aujourd'hui comme une catastrophe, comme ceux qui regrettent qu'Israël ne se soit pas très rapidement débarrassé des territoires tout de suite après la guerre. Inutile de préciser, écrit Gilad Sharon, que ces questions ne se seraient même pas posées si les Arabes avaient gagné la guerre, puisque ceux qui les posent auraient probablement été jetés à la mer comme l'ensemble de la population israélienne. Et à ceux qui auraient voulu se débarrasser des territoires immédiatement après la guerre, il faut rappeler la taille de l'État d'Israël d'avant 1967, sans la Troune, sans le Golan, sans la Judée et la Samarie, sans Jérusalem, qui a empêché les Arabes d'offrir un État palestinien aux réfugiés palestiniens entre 1948 et 1967, se demande Gilad Sharon. Qui a empêché les Arabes d'accepter le plan de partage de la Palestine en novembre 1947 ? Les Palestiniens auraient pu avoir alors un État qui aurait eu l'âge de l'État d'Israël. Et si nous nous étions débarrassés des territoires après la guerre, que se serait-il passé, écrit-il ? Est-ce que le désir de nous exterminer aurait été apaisé ? Non, il fallait que les Arabes comprennent qu'en voulant nous détruire, ils prenaient des risques. Voilà pourquoi, écrit-il, il faut cesser cette auto-flagellation et se réjouir de cette grande victoire de la guerre des 6 jours, dixit. Donc Gilad Sharon, le fils de l'ancien Premier ministre. Les médias israéliens, la seconde chaîne de télévision, a amplifié d'une certaine manière une déclaration de Djibril Rajoub. Djibril Rajoub, qui est l'un des leaders de l'autorité palestinienne et le président de la Fédération palestinienne de football, qui a affirmé hier sur la seconde chaîne de télévision qu'il reconnaissait que le mur occidental était un lieu saint juif et qu'il devrait rester dans le cadre d'un règlement du conflit israélo-palestinien sous contrôle de l'État d'Israël. C'est une déclaration inédite de la part d'un des leaders palestiniens.
Et puis, il faut le souligner, comme le font certains sites en français, que c'est aujourd'hui le 4 juin et que c'est le premier tour des élections législatives, les élections législatives pour les Français de l'étranger, les Français des 11 circonscriptions des Français de l'étranger, dont la 8e circonscription à laquelle appartiennent les Français de l'État d'Israël, qui sont invités donc à voter aujourd'hui jusqu'à 18h, il faut le souligner, pas plus tard que 18h dans les différents bureaux de vote à travers le pays, en particulier à Jérusalem, à Tel Aviv, à Netanya, à Ashdod, dans d'autres villes importantes de l'État d'Israël. Les journaux israéliens saluent ce matin la performance de notre Wonder Woman nationale Gal Gadot, dont le film est en passe de devenir un des films qui ont fait le plus d'entrées dans la première semaine de projection. On parle de la barre des 100 millions de dollars d'entrées déjà franchies, et c'est un record pour un film dont l'héroïne est une femme. Apparemment, c'est ce que dit le Yediot Aharonot. Et les résultats dépassent déjà de loin les prévisions les plus optimistes. Qui plus est, les premières critiques de ce film sont très favorables, ce qui laisse présager une durée de vie prolongée pour ce grand péplum. Nous avons glané pour vous ce matin plusieurs titres intéressants dans la version française du site d'information en anglais Times of Israel. Le premier se rapporte à une initiative inédite et originale d'un Israélien qui s'appelle Liron Lavi Turkenish, qui propose la création d'un alphabet composé d'un mélange de lettres hébraïques et arabes et qui s'appellerait l'aravrite. Un journal nous montre ces lettres d'aravrite et de prime abord, tout cela ne paraît pas très aisé, mais pourquoi pas, si la paix intervient entre Israël et le monde arabe, alors on pourrait dire que tout le reste paraîtra un jeu d'enfant. Et puis, 8 mois après que le gouvernement israélien ait décidé de reprendre l'Aliyah des Falash Moura d'Éthiopie et d'en faire monter 1300, rien apparemment ne bouge. Les 1300 candidats à l'Aliyah sont toujours en attente dans un camp à Addis Abeba. Cet état de fait a été rendu public à l'issue d'une célébration par 500 membres de la communauté éthiopienne des 25 ans de l'opération Salomon, une opération donc qui a marqué le début de l'Aliyah des Juifs d'Éthiopie, un anniversaire qui a été fêté dans l'enceinte de la Knesset la semaine dernière. Apparemment, ce sont des problèmes bureaucratiques qui entravent la concrétisation de cette décision du gouvernement.